Bonsoir, mesdames et messieurs. Bienvenue dans cette édition. Voici les titres de votre journal. Le président de la République est en Chine pour une visite d'État. Ce vendredi, il a présidé un forum économique sur la transformation des produits agricoles. Ce forum constitue une opportunité pour les opérateurs économiques chinois de découvrir les atouts et les opportunités d'investissement en Côte d'Ivoire. La marine américaine renforce les capacités des marins ivoiriens. Une opération militaire conjointe entre les États-Unis et la Côte d'Ivoire s'est déroulée dans l'espace maritime ivoirien. C'est une opération navale de lutte contre tout acte illicite en mer et qui vise aussi le contrôle de l'espace fluvio-lagunaire et maritime ivoirien. Rendons-nous tout de suite en Chine, où se trouve depuis quelques jours le président de la République. En marge de la visite d'État qu'il a entamée hier jeudi, le président Alassane Ouattara a présidé à Beijing un forum économique sino-ivoirien. Ce vendredi, on en sait plus avec Viviane Haïma, notre envoyée spéciale en Chine. À ce forum économique, organisé à la fois par l'ambassade de Côte d'Ivoire en Chine et l'ambassade de Chine en Côte d'Ivoire, les opérateurs économiques chinois sont venus en très grand nombre pour s'informer sur les conditions d'investissement et les opportunités d'affaires en Côte d'Ivoire. C'est dire l'intérêt croissant que suscite la Côte d'Ivoire auprès des milieux d'affaires chinois. Ce forum économique sino-ivoirien, organisé dans le cadre de cette visite d'État, se voulait une offensive en direction du secteur privé chinois. Le président de la République, Alassane Ouattara, présidait en personne la cérémonie d'ouverture. Le secteur privé ivoirien était représenté par le président de la Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire et le président de la Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire. Côté chinois, représentait les opérateurs économiques de ce pays, le président de la Chambre de commerce de Chine, import-export, machines et outils mécaniques et électroniques. Une chambre de commerce qui compte en son sein 25 secteurs d'activité et 10 000 membres. Co-organisateur de la rencontre, l'ambassadeur de Chine en Côte d'Ivoire. Le président de la Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire a exprimé la volonté du secteur privé ivoirien de coopérer avec le secteur privé chinois. Les secteurs privés ivoiriens et chinois ont un intérêt réciproque à coopérer. Il nous est donc paru opportun d'établir des cadres de coopération privée-privée plus formels visant à encourager les échanges et les partenaires entre les entreprises des deux pays. La Chambre de commerce et d'industrie s'y est déjà engagée, à travers, entre autres, la signature le 31 mars 2016 d'une convention avec le réseau sino-ivoirien d'échange et de trading, RISIET. Et à l'occasion de ce forum, une convention entre la Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire et la Chambre de commerce de Chine pour l'importation et l'exportation de machines et produits électroniques. Ajoutant l'acte à la parole, un accord de coopération entre les deux chambres de commerce a été signé. Co-organisatrice de ce forum, l'ambassade de Chine en Côte d'Ivoire, par la voix de son premier responsable, s'est engagée à travailler à promouvoir l'investissement privé chinois en Côte d'Ivoire. Intervenant en dernier, le président de la République, Alassane Ouattara, a encouragé les hommes d'affaires chinois à investir dans son pays, leur garantissant un environnement économique fiable et incitatif. Vous, les investisseurs privés, en investissant en Côte d'Ivoire, vous êtes sûr que vous n'aurez pas de problème de devise et deuxièmement, que vous n'aurez pas de problème de transfert de vos bénéfices et de vos dividendes vers la Chine. Et bien évidemment, cela est important pour tout investisseur. La Côte d'Ivoire a la chance d'avoir un secteur bancaire qui est sain, bien sûr à l'exception d'une ou deux banques qui sont en restructuration. Et ceci est également important. Et je voudrais demander au secteur privé bancaire chinois de s'intéresser à investir dans le système bancaire. Nous voulons une diversification non seulement de notre économie, mais de notre secteur financier et de notre secteur bancaire. Venez installer les usines en Côte d'Ivoire, achetez le cacao ivoirien qui est d'excellente qualité, transformez-le en beurre et en pâte et faites du chocolat
en Côte d'Ivoire et exporter le chocolat en question en Chine. Et je suis sûr, le président Xi Jinping me l'a promis, ce chocolat rentrera ici en Chine libre de droits de douane et de taxes. Voyez-vous ce que vous pouvez faire comme affaire. Donc c'est vous dire qu'il y a des opportunités. Au cours de ce forum, 9 accords de partenariat entre privés ivoiriens et privés chinois ont été signés. Et justement, notre reporter s'est intéressé aux 5 accords de coopération qui ont été signés entre les deux pays pendant ce forum économique. Des accords concernant notamment les domaines de l'économie, l'industrie et les infrastructures routières. On retourne sur place à Beijing. Je pense que le partenariat avec la Chine est un élément majeur pour le développement de la politique économique des entreprises ivoiriennes. Le président du patronat ivoirien ne pouvait pas dire plus. L'offre de partenariat avec le secteur privé chinois suscite un intérêt croissant, autant auprès du secteur privé ivoirien qu'auprès du secteur public national. Au cours de ce forum sino-ivoirien en Chine, plusieurs partenariats avec le secteur privé chinois ont été noués pour la réalisation de grands projets, tant dans le secteur public que privé. Ce sont au total 9 accords de partenariat qui ont été signés. Notre projet d'abord s'inscrit dans la volonté du président de la République de porter la capacité énergétique de la Côte d'Ivoire à 4000 MW à l'horizon 2020. Et notre centrale, qui est la centrale thermique Broto, elle porte sur 2 fois 350 MW, soit 700 MW. Ça nous fait les 2 milliards d'euros d'investissement. L'investissement proviendrait essentiellement des banques chinoises. Les financements chinois qui sont des financements en général, quand c'est fait par l'État chinois, qui sont des financements concessionnels. Donc le taux du crédit est très bas. Donc c'est ce qui nous attire dans un premier temps. Ce que nous sommes en train de faire, donc sur l'instruction du président de la République et du Premier ministre, c'est de faire en sorte que donc, nous ayons un aéroport moderne dans un délai rapide, que cela ne vienne pas augmenter les coûts d'exploitation de l'aéroport qui existe en ce moment et que cela ne vienne pas donc alourdir davantage donc la dette extérieure donc, du pays. Nous avons pu signer cet accord de coopération avec le groupe Orient, notamment sa filiale Shanghai Textile, à l'effet d'envisager en fait un parc industriel textile en Côte d'Ivoire, d'un investissement qui va tourner autour de 200 millions de dollars, afin qu'on puisse avoir une filière textile intégrée du tissage à la filature jusqu'à la confection et créer des emplois et également restructurer cette filière. Nous venons de signer un accord avec un partenaire chinois pour la construction du port sec de Ferkessédougou. Ce port sec est en quelque sorte une réalisation emblématique de ce que le président veut faire de notre pays, ne pas tout concentrer à Abidjan, mais donner l'occasion à les régions de notre pays de se développer. C'est un projet qui va coûter 262 milliards de francs CFA. Le financement sera apporté par le gouvernement chinois. Face à l'engouement de part et d'autre, le partenariat ivoiro-chinois a de beaux jours devant. Dominique Ouattara y est aussi. Elle est en Chine aux côtés de son époux. La première dame de Côte d'Ivoire a mis à profit son séjour dans la capitale chinoise pour rencontrer les membres de la Fédération des femmes de Chine. On retrouve Viviane Aïma. Créée par le Parti communiste chinois en 1949, la Fédération des femmes de Chine est la seule organisation censée représenter la cause des femmes en Chine. En 2010, cette organisation comptait 90 000 fonctionnaires. La présidente de cette puissante organisation, Mme Chen Yuehu, a dit toute la joie de son organisation de recevoir le couple présidentiel ivoirien à Beijing et s'est félicitée des bonnes relations entre la Côte d'Ivoire et la Chine. Nous avons beaucoup d'admiration pour ce que vous faites pour les femmes et les enfants,
a dit Mme Chen Huéhu au nom de la délégation qu'elle conduisait à l'endroit de Mme Dominique Ouattara. Elle a souhaité que le forum que la première dame de Chine organise le 4 septembre prochain sur le sida soit une source d'inspiration pour la première dame ivoirienne. Elle a révélé qu'avec des chiffres à l'appui, que les femmes, les enfants et l'élimination de la pauvreté sont au cœur de la lutte du Parti communiste chinois. Madame Dominique Ouattara a pour sa part indiqué qu'il existe beaucoup de similitudes entre les femmes chinoises et les femmes ivoiriennes, non sans saluer l'engagement de la Fédération nationale des femmes de Chine. Par ailleurs, la première dame de Côte d'Ivoire a expliqué aux représentantes de la Fédération le sens de son engagement humanitaire à travers la fondation Children of Africa, sa lutte contre le travail des enfants, l'autonomisation de la femme grâce au fonds d'appui aux femmes de Côte d'Ivoire, le FAFSI, qui compte plus de 140 000 bénéficiaires, et son titre d'ambassadeur spécial de l'ONU-SIDA pour l'élimination de la transmission mère-enfant du sida. La présidente de la fondation Children of Africa a tenu à souligner que depuis l'accession de son époux à la magistrature suprême, elle a quitté le monde des affaires pour se consacrer exclusivement à l'humanitaire. Les deux délégations ont échangé des cadeaux en signe de souvenir et d'amitié. Après cette rencontre avec la Fédération nationale des femmes de Chine, Mme Dominique Ouattara a visité la célèbre cité interdite de Beijing, appelée aussi le Palais impérial. Le palais impérial, la cité Tiananmen. Et pendant ce temps, ici en Côte d'Ivoire, la marine américaine renforce les capacités des marins ivoiriens. Une opération militaire conjointe entre les États-Unis et la Côte d'Ivoire s'est déroulée dans l'espace maritime ivoirien. Il s'agissait d'une opération navale de lutte contre tout acte illicite en mer. Elle vise aussi le contrôle de l'espace fluvio-lagunaire et maritime ivoirien. On en parle avec Abou Sanogo. La marine ivoirienne a vécu pendant 2 semaines au rythme de l'opération navale de lutte contre les actes illicites en mer dénommée Opération Jackson Run dans les eaux sous juridiction ivoirienne pour la première fois. Une opération militaire conjointe entre les pays du Golfe de Guinée et les États-Unis d'Amérique qui vise le contrôle de l'espace fluvio-lagunaire et maritime ivoirien par la répression de tout acte illicite et à raviver le continuum opération administration juridique dans le domaine de l'action de l'État en mer. Avec l'opération Johnson Rain, c'est la première fois que la stratégie nationale de l'action de l'État en mer est mise en œuvre de façon synchronisée avec la collaboration et la participation de toutes les administrations membres de cette plateforme. J'encourage le gouvernement ivoirien à poursuivre le rythme acquis grâce à cette opération dans le futur. Les États-Unis continueront à soutenir nos partenaires dans la région. Le bilan de l'opération est jugé satisfaisant selon le secrétariat permanent du comité interministériel de l'action de l'État en mer. Le ministre d'État, ministre de la Défense Ahmed Bakayoko, qui avait à ses côtés le ministre des Eaux et Forêts Alain Richard Donvaï, a traduit les félicitations du gouvernement aux forces qui ont contribué au succès de l'opération. 90% de nos échanges se font par voie maritime, donc il n'y a pas besoin d'avoir même un intérêt financier pour comprendre l'intérêt de poursuivre ces opérations. Donc je veux vous assurer qu'au niveau du gouvernement, nous prenons toutes les mesures pour pouvoir renforcer cette opération qui a donné des résultats concrets. Je m'efforcerai de présenter la synthèse et les conclusions de cette opération au président de la République dans le cadre de nos séances au sein du Conseil national de sécurité afin que les recommandations à nous faites ce jour soient adoptées. L'exécution de la mission consistait à interroger, à raisonner et dérouter si nécessaire les navires et embarcations rencontrés dans les zones de manœuvre qui étaient préalablement définies par un état-major basé au centre opérationnel de la marine. C'est un effectif de 251 personnels qui a été mobilisé, dont 161 marins, 12 gardes-côtes américains et 78 personnels issus des autres administrations de l'action de l'État en mer.
La sécurité, ça n'a pas de prix et la Côte d'Ivoire enchaîne la coopération dans ce domaine. Le pays coopère également avec la France après avoir passé 3 années de fructueuse collaboration avec le ministère de l'Intérieur et de la Sécurité. L'officier supérieur Alain Winter quitte la Côte d'Ivoire. Le pays reconnaissant lui a rendu hommage avant son départ pour la France où il est appelé à d'autres fonctions. Les précisions de Michel Digré. Au nom du président... Élevé au rang d'officier de l'ordre du mérite ivoirien au moment où s'achève sa mission, c'est le témoignage de la reconnaissance de tout un pays à cet officier français. Conseiller technique sécurité au ministère de l'Intérieur et ce dans le cadre de la coopération sécuritaire bilatérale entre la Côte d'Ivoire et la France, Alain Winter aura marqué ses collaborateurs par son expertise. Là où vous partez, que vous puissiez désormais constituer pour la police nationale de Côte d'Ivoire un ambassadeur, une porte d'entrée, une oreille attentive, un homme qui connaît notre maison et qui sera nous aider également dans nos rapports de coopération avec la France. Vos visages resteront gravés dans ma mémoire. Ce fut un plaisir quotidien de vous rencontrer. Je pars alors que les perspectives me semblent plus favorables. Mais mon successeur arrive. C'est un de mes anciens élèves de l'école des commissaires. Son parcours professionnel est différent, mais tout aussi riche. En particulier, il vous sera d'une aide redoutable dans les négociations à venir avec Interpol. Alain Winter quitte la Côte d'Ivoire à la demande de son pays pour d'autres responsabilités dans la police nationale française. Autre secteur à présent, le coton, principale culture de rente du nord de la Côte d'Ivoire, a quelque peu été déstabilisé par la crise sociopolitique. Une réforme symbolisée par le système du zonage qui a redonné le coton au coton ses lettres de noblesse. On en parle avec Jean-Luc Bango. On l'appelle l'or blanc. Les paysans de la partie nord de la Côte d'Ivoire ont longtemps tiré l'essentiel de leurs revenus dans la culture du coton. Cette année encore, et malgré la montée en puissance de l'anacarde, de nombreux paysans à Korogo ont décidé de se tourner vers le coton. Quand les prix de l'anacarde ont commencé à monter, il y a d'autres qui veulent abandonner le coton. Pourtant, le coton, c'est une bonne matière. Bon, l'année passée, on avait fait 3 hectares. Mais cette année, j'ai décidé d'augmenter la superficie pour avoir un peu plus de rendement. La période de labour est déterminante pour la réussite de la campagne cotonnière. Djakaridja et Amoussa ont bénéficié de l'aide de leur coopérative pour labourer leurs parcelles. Mais ils souhaitent une implication plus importante de l'État. Si l'État peut venir à l'aide aux producteurs avec des tracteurs, ça peut envoyer aussi la production. Comme à chaque début de campagne, les paysans reçoivent l'assistance de conseillers agricoles. Patron, quand vous commencez tôt comme ça permet d'être dans le temps. Il faudra respecter un peu les écartements. Hein. Aujourd'hui, le nord, là, c'est le coton qui nourrit le nord. Hein. Donc, quoi qu'on dise, le coton à lui seul finance les autres cultures autour. Les vivriers et autres, les engrais, on ne peut pas produire quelque chose ici sans mettre de l'engrais. Et c'est le coton qui finance. Depuis la campagne 2017-2018, la filière coton est en pleine réforme. L'une des mesures phares est le zonage, qui consiste en un découpage du bassin cotonnier en zone exclusive d'activité autour des usines existantes. Dans la région des Savanes, l'essentiel de l'activité cotonnière est ainsi concentré autour de la compagnie ivoirienne de coton, COIC. On leur apporte les herbicides qu'il faut, on leur apporte tout ce qu'il faut pour que le cotonnier puisse avoir un bon développement et bien produit. On les appuie aussi avec les tracteurs, ce sont des appuis au niveau de la société. L'objectif du zonage est de corriger la disparité dans l'assistance aux producteurs, de maîtriser la concurrence et d'améliorer les rendements ainsi que les revenus des producteurs de la filière coton. À Korogo, la production des cotonculteurs affiliés à la COIC est égrenée dans cette unité. Cette année, nous avons égrené 122 600 tonnes et nous avons tenu main forte à notre compagnie sœur qui est la CIDT. Nous avons pu égrener là-bas 8000 tonnes. Donc ça nous fait en gros autour de 130 000 tonnes cette campagne. La société a encadré pour la campagne 2017-2018 plus de 20 000 producteurs sur une superficie de 90 000 hectares pour une production de plus de 122 000 tonnes.
Pour maintenir la flamme du coton dans la région, les meilleurs cotonculteurs sont régulièrement récompensés. Comme ici, lors de la fête du coton, où plus de 4000 producteurs ont reçu des lots en nature et en numéraire. Notre raison, notre existence, c'est les producteurs. Nous avons fait de gros investissements, certes, mais s'il n'y a pas de producteurs pour produire du coton, qu'allons-nous en faire? La culture du coton est très difficile. Il faut sensibiliser les agents pour qu'ils soient auprès des producteurs pour que le rendement puisse s'élever. Au total, ce sont 6 sociétés qui ont hérité des zones de production de coton. Cette organisation devrait confirmer l'embellie retrouvée de la filière avec une production de coton-graines sur la campagne 2018-2019 annoncée à 400 000 tonnes, soit une hausse de 6% par rapport à la campagne écoulée. Évoquons à présent les JN Eco Énergie, les premières journées nationales promotionnelles de l'énergie solaire, de l'économie et d'énergie, du développement durable et des PME vertes. Ces journées ont été lancées récemment ici à Abidjan par la Chambre de commerce et d'industrie. Et des journées pour sensibiliser les populations à une utilisation plus optimale de l'énergie afin de réussir le pari du développement durable. On retrouve Jean-Luc Bango. L'esplanade de la Chambre de commerce et d'industrie, vitrine des énergies renouvelables avec en toile de fond une sensibilisation sur les changements climatiques, l'économie d'énergie et la sécurité des usagers de l'électricité. Les journées nationales de l'éco-énergie entendent ainsi participer à la communication pédagogique sur la notion de développement durable. Nous voulons vraiment donner une véritable pédagogie aux Ivoiriens de ce qu'il y a possibilité non seulement de réduire ses dépenses énergétiques, sa consommation, mais en le faisant, on fait un geste en faveur de la planète face aux défis climatiques aujourd'hui. Usagers, professionnels et experts du secteur, décideurs, tous ont exprimé la nécessité de faire la promotion des énergies renouvelables. On peut se développer sans détruire ses cours d'eau. On peut se développer sans détruire son environnement. C'est pour cela qu'est né ce concept depuis les années 72 et qui a suivi son chemin et qui a été consacré en 92 avec le sommet de Rio. Le gouvernement ivoirien, pour sa part, s'est engagé à accroître à 42% la part des énergies renouvelables dans son mix énergétique d'ici à 2030. Cet engagement spécifique au niveau du secteur de l'énergie est mis en œuvre en tenant compte des spécificités du secteur, de son cadre réglementaire, de sa viabilité financière à assurer avec une contribution et un engagement des partenaires au développement, à savoir les bailleurs de fonds, les partenaires au développement privés, locaux et internationaux. Cadre d'échange, de sensibilisation mais également de formation, les journées nationales de l'éco-énergie sont ainsi animées de conférences, d'ateliers, de formation et d'expositions. Et comme chaque année, la Fondation Bennion International a organisé jeudi dernier sa traditionnelle cérémonie dénommée Awards 2018. C'était à l'auditorium de la CGECI au Plateau. Cérémonie au cours de laquelle elle a décerné publiquement des bourses à ses lauréats du programme 2017 en présence de ses partenaires, de personnalités du secteur privé et public, des étudiants et de leurs parents. Ce sont 8 lauréats qui ont bénéficié de la bourse, dont 6 en France, 1 en Angleterre et 1 admis aux États-Unis. Nadia Idja et Cheikh Kone Aboubakar. Ils sont 8 à être distingués dans le cadre du programme Bourse d'excellence de la Fondation Bennion. Pour cette édition 2018, chacun des bénéficiaires verra la suite de ses études supérieures financées dans l'un des 3 pays que sont la France, les États-Unis et l'Angleterre. La Fondation a mis sa confiance en moi et je dois l'honorer au travers de mes compétences, au travers aussi du travail que je ferai, au travers de tout ce que je ferai dans cette école. Je suis venue représenter ma grande sœur qui a reçu une bourse excellence de la part de Bennion International. Je suis vraiment très fière d'elle. Elle a vraiment beaucoup travaillé, elle s'est beaucoup impliquée dans le travail depuis toujours. C'est fort d'un parcours scolaire de qualité que ces 8 lauréats ont été sélectionnés parmi plus d'une centaine de candidats. Le premier critère, il ne faut accuser aucun redoublement pendant son cycle universitaire. Le second critère, il faut être brillant. Ce qu'on récompense, c'est la qualité de l'étudiant, de son parcours universitaire, son projet d'études, ce qu'il a envie de faire pour la Côte d'Ivoire et pour l'Afrique.
Initié depuis 1996, ce programme Bourse d'Excellence valorise et accompagne la formation académique de jeunes talents pour un bénéfice à la nation. À ce jour, il y a environ 500 hauts cadres qui travaillent actuellement dans les entreprises ivoiriennes qui ont bénéficié de ce programme de Bourse d'Excellence de Bénian. À noter, au titre des actions menées pour soutenir le développement de compétences en Côte d'Ivoire, l'initiation de 2 nouveaux programmes par la Fondation, à savoir le programme de leadership féminin et le programme Immersion communautaire. Direction Yopougon, la commune vibre au rythme de la Semaine nationale des arts et de la culture, une tribune du tradi moderne et des arts patrimoniaux. Les danses du territoire sont révisitées pour le plus grand plaisir du public. Le reportage de David Soyo dans un récit de Serge Collier. Tandamoloklo, danse guerrière, symbole de la vitalité des arts patrimoniaux dans la Yébi-Tiassa. Les guerriers de la région s'invitent à cette 4e édition de la Semaine nationale des arts et de la culture. Mysticisme, déhanché vigoureux et trance caractérisent cette danse exécutée à l'occasion d'intronisation des grands chefs. La danse guerrière du peuple Swamlé de Aondo qui est présentée comme cela, ces danses-là sortent pour vraiment magnifier, aussi purifier aussi le village. Le Tandamoloklo, ou danse guerrière, est réservé uniquement aux descendants des guerriers de chaque famille. Le Rose Sassandra offre également des atouts non négligeables en matière de danse patrimoniale. Les hommes panthères de Liabo, fidèles à leur réputation, créent l'attraction à la place CP1 de Yopougon. Ici, le rythme des pas, les chants, les mimiques et postures de panthères donnent la cadence à cette belle orchestration. Cette danse initiatique plonge le public dans l'univers de la culture Nyambois. La région de la Bagoué propose la danse Koua. Elle est exécutée chaque 7 ans pour accompagner la sortie des initiés du Poro. À cette 4e édition de la Semaine nationale des arts et de la culture, le tradi moderne avait un nom et un visage dans la nuit du jeudi 30 août. Il s'agit de l'artiste Seya Luxon Pado. L'enfant de Taïragui a abreuvé 2 heures durant le public de quelques morceaux choisis dans son riche répertoire. Ce samedi 1er septembre, Yopougon connaîtra l'apothéose de cette 4e édition de la Semaine nationale des arts et de la culture, un grand festival national organisé par le ministère de la Culture en collaboration avec la mairie de Yopougon et le Club des Amis de la Culture. Reportage d'Evi Soyo, commenté pour vous par Serge Collier. Un mot de sport dans ce journal. Du football. Demain samedi, la SEC Mimosa et le stade d'Abidjan s'affronteront pour la finale de la Super Coupe Félix Houphouët-Boigny. Une rencontre qui oppose le vainqueur de la Coupe nationale à celui du championnat et qui va marquer le début de la nouvelle saison de football en Côte d'Ivoire. Cette finale met aux prises les jaunes et noirs de l'ASEC Mimosa au stade d'Abidjan. 15 fois vainqueurs de cette compétition, les protégés de maître Roger Wognin partent favoris dans ce duel. En préparation continue, depuis la saison écoulée, l'ASEC a occupé le 3e rang des matchs de poule de la Coupe de la Confédération. L'ASEC dispose d'une attaque de feu composée de Fonsigno, Willy Braciano et Sanogo qui pourra faire mal aux Yéyés de Côte d'Ivoire. Le stade d'Abidjan, lors du dernier championnat, n'a pu inscrire le moindre but devant les hommes d'Amani Yao. Les stadistes ont pris l'eau de toutes parts en encaissant 8 buts sur l'ensemble des 2 rencontres. 5-0 à l'aller et 3-0 au match retour. Cependant, une finale de coupe réserve toujours des surprises. C'est pourquoi l'ASEC Mimosa, considéré en ce moment comme une grosse machine, difficile à manœuvrer, doit tout de même faire très attention. Car la Supercoupe Félix Houphouët-Boigny, la 39e édition, se dit capricieuse.
On va refermer ce journal avec cette note triste. Le 29 juillet dernier, la RTI a perdu l'un de ses illustres journalistes. Laurent Banga s'en est allé. La levée du corps de ce journaliste de talent et présentateur du journal télévisé a eu lieu aujourd'hui en présence de nos reporters Ouattara Amadou Walter et Issaïo. Décédé le 29 juillet dernier, Laurent Patrice Adon Banga, ex-journaliste à la RTI, sera conduit à sa dernière demeure ce samedi 1er septembre. Avant cette inhumation prévue au cimetière familial à Bengourou, la levée du corps a eu lieu ce vendredi à Ivosep Atrachivi. Parents, amis, connaissances, ex-collègues de la RTI et autorités du pays, tous étaient là pour apporter leur compassion à la famille éplorée. Laurent Banga a présenté le journal télévisé et animé plusieurs émissions, dont Ma part de vérité. Il a également occupé des postes de responsabilité à la RTI. Né le 10 août 1955, Laurent Banga, dit le Prince, a marqué son passage sur terre par son professionnalisme et son abnégation au travail. Cela à travers le métier qu'il avait choisi de pratiquer avec amour, le journalisme. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Bonne soirée sur la chaîne Kirassa.